Ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie avec Olivier. Alors, chaque fois, je pose toujours la même question rituelle, mais qui es-tu, Olivier? Je m'appelle Olivier, j'ai 54 ans, je suis issu, de l'audiovisuel public. Ouais, Mmh. je dis l'audiovisuel public, je suis issu des formations en audiovisuel, à la base, je suis en école publique. Je suis, chef de projet audiovisuel, diplômé en gestion de la production et j'ai passé, la plus grande partie de ma carrière dans ce secteur-là. Alors c'est une industrie qui génère plus de revenus que l'industrie automobile, par exemple. Ah oui. C'est pas forcément des métiers de saltimbanque, uniquement, en tout cas. Donc voilà, j'ai passé, un certain nombre d'années entre agences de communication, sociétés de production pour du contenu télé, de la publicité, du contenu pour les entreprises, beaucoup d'entreprises, toujours avec des clients et c'est ce qui me passionnait vraiment beaucoup. Ce secteur-là est intéressant parce que c'est un certain nombre comment dire? De de filières différentes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et ça permet notamment de D'accord. passer de l'une à l'autre et de voir différents secteurs, aussi bien des secteurs techniques, commerciaux, créatifs, Mmh. dans le cadre de la diffusion. Donc voilà, j'ai passé un certain nombre d'années à me promener un peu dans les différents secteurs. Je suis passé par l'innovation également. Ça me plaisait beaucoup de rencontrer beaucoup de gens, de, heu de leur rendre des services, de comprendre qui ils étaient et de voir avec eux ce que je pouvais leur apporter avec l'audiovisuel. Généralement, c'était du film, hein, c'était de la communication audiovisuelle. Ça m'a toujours beaucoup plu de partir à leur rencontre et de régler les questions et les problématiques des gens en termes de communication. Donc j'ai adoré faire ça. Pour revenir sur un mot que tu utilisais, moi, c'est loin des choses que j'ai pratiquées, l'audiovisuel. De l'innovation dans l'audiovisuel, c'est quoi? Et c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que c'est une start-up que j'ai créée, heu, Ah! là, c'est un peu différent, l'audiovisuel, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis, les années 80, même depuis les années 60. L'arrivée Hein, hein. d'internet a complètement fait exploser tout le paysage audiovisuel puisque subitement tout le monde était créateur et tout le monde était diffuseur également. Et c'était en lui-même internet est devenu un média, plus ou Mmh. moins. Quand je dis que je me suis un petit peu lancé dans l'innovation audiovisuelle, j'ai créé avec des associés, comment dire? Le chaînon manquant entre l'audiovisuel, classique linéaire que serait la télévision et heu et l'internet qui n'est pas toujours réellement un média. Par exemple YouTube. YouTube n'est pas réellement un média, les fondateurs ne disent pas qu'ils sont un média, c'est globalement une archive. Donc voilà, moi j'avais créé quelque Ouais, chose, ouais. qui soit à la fois informatique, audiovisuel et un média de diffusion, qui serait l'élément manquant entre le média traditionnel linéaire qu'est la télévision, classique et le Mmh. média internet et le contenu média internet que tout un chacun fabrique, produit, et poste sur les réseaux. D'accord. Et bah, mais ouais, là, OK, il y a alors je suis en train d'intégrer parce qu'il y a plein de notions que je découvre, et je te remercie. Et quand on a préparé là cet échange, tu me disais que tu avais passé quelque temps aux États-Unis, hein, c'est bien ça? Non, j'ai pas vraiment passé quelque temps aux États-Unis. C'est qu'en réalité pour l'innovation, enfin si, j'ai passé très peu de temps en réalité. Pour D'accord. pour, heu, pour lancer ce service, audiovisuel innovant, on avait initialement prévu de le lancer en France, mais c'est très compliqué de lancer ça en France parce que ça dépend de l'ARCEP qui est la Haute Autorité de régulation des médias et donc on a Mmh. décidé de le lancer sur le marché américain qui est beaucoup plus libéralisé, beaucoup plus ouvert. Donc ça a nécessité D'accord. effectivement que je contacte un certain nombre de gens, pour financer la chose aux États-Unis. Ce que je ne suis pas parvenu à faire. D'accord, mince. Voilà. Mais Mais du coup, c'est l'intérêt, c'est qu'on sinon on se serait jamais parlé. bah, peut-être, mais c'est un des intérêts aussi de l'innovation, c'est-à-dire qu'on avance dans un sens et puis, l'idée reste en l'air et reste toujours aussi pertinente à mon Mmh. sens et aux yeux de pas mal de gens. Simplement, oui, effectivement, c'est la question d'être capable de trouver les fonds, d'arriver peut-être un petit peu trop tôt sur un marché qui n'existe pas encore ou de créer un marché qu'on peut pas le démontrer. Il y a un certain nombre de choses dans l'innovation qui font que beaucoup de choses échouent, parfois même avant d'être nées, ce qui était un petit peu le cas de ce que j'ai fait là. D'accord, d'accord. Hem, aujourd'hui, tu es plus du tout dans l'audiovisuel. Il y a un mot, en fait, je crois que c'est ce qui m'a fait arriver à te contacter,
Effectivement, c'est un peu sur les réseaux, qu'on s'est trouvé et tu parles de due diligence humaine. Due diligence, ouais, c'est un truc que je vois bien, c'est plutôt comptable, juridique et pour moi, c'était un peu un oxymore. J'ai dit: «Mais faut qu'on se parle, c'est quoi ça Ouais. la due diligence et comment tu es arrivé à ça, en fait?» En réalité, les due diligence, j'en ai vu quand je cherchais justement des financements auprès des, heu, des fonds d'investissement américains. Ça exi et ça existait aussi déjà en France, hein. Ce sont des audits financiers, juridiques, qui permettent de Mmh. vérifier, la faisabilité d'un projet, la pertinence d'un business plan, toutes ces choses-là. Il se trouve qu'au moment du covid, j'ai abandonné cette start-up et que je suis passé, par hasard, par le biais d'une amie dans une multinationale du ferroviaire, que j'ai découvert d'autres secteurs. Je suis passé par d'autres entreprises, encore d'autres secteurs, que j'ai découvert que ce qui me plaisait dans mon métier, qui était, l'organisation et le fait que ça avance, que ça fonctionne, était quelque chose qui fonctionnait aussi. Je croyais que j'avais une passion et une recette infaillible pour l'audiovisuel qui m'avait été inculquée, mais en réalité, c'est mon fonctionnement et j'ai vu que ce fonctionnement marchait très bien dans d'autres secteurs. À partir de là, je suis rentré dans une réflexion sur comment employer au mieux, ce que je sais faire pour d'autres secteurs que le mien. Sachant que, quand on vient avec un CV audiovisuel et qu'on de d'être chef de projet, pour du nucléaire, ça pose quand même question. Donc on devient très exotique et oui, C'est ton côté saltimbanque, c'est bah, ça? non, je le suis justement pas, donc il y a un an et oui, donc c'est devenu un frein. Je me suis dit: «Comment je fais pour finalement me rendre utile auprès de tous les secteurs?» comme je me rendais utile quand j'étais réalisateur, par exemple, aux des clients de secteurs très divers. Comment je fais aujourd'hui, parce que j'ai compris que j'ai une capacité à organiser et à aller vers de l'efficacité, que ce soit le secteur, comment je fais Mmh. pour le présenter? Alors j'ai commencé par proposer et par exercer en tant que consultant en efficacité, en opérationnel et humain dans les entreprises et c'est au détour d'échanges avec des gens qui avaient travaillé dans des banques privées, en Europe qu'on m'a dit clairement: «Mais attendez, ce que vous faites, heu, vos diagnostics opérationnels et humains peuvent servir également en due diligence». Sachant que c'est quelque chose qui se fait Mmh. beaucoup aux États-Unis et quelque chose qui ne se fait pas du tout en France. En tout cas, encore très peu. Alors, beaucoup de gens confondent ce qu'on appelle la due diligence RH, notamment dans le cadre de cessions-reprises d'entreprises où, finalement, non, la due diligence RH, elle sert essentiellement à valider que, les questions, de salaire et de contrat sont bel et bien correctement en place avant de reprendre une entreprise ou de la céder. C'est très juridique, je trouve ces audits RH, tu vas regarder les contrats de travail, des choses comme ça. Oui, alors C'est pas tellement on va regarder les personnes. non, et surtout ça n'est pas, c'est-à-dire que les due diligence telles qu'elles sont faites pour l'instant, donc Mmh. financières, RH ou juridiques, sont faites, sur pièce, sur indicateur, tableau de bord et notamment par des experts comptables qui font un travail, très poussé au niveau des chiffres. Mmh. Moi, ma spécialité, c'est véritablement d'aller sur le terrain et de voir ce qui se passe, d'observer, de regarder. On est dans une époque où l'on a des KPI, des KPI qui ont explosé de tous les côtés. C'est-à-dire que tout le monde a tous les dirigeants, tous les banquiers, tous les experts ont tous, des centaines de KPI de tous les côtés, mais plus personne ne va réellement sur le terrain pour voir ce qui se passe. Alors moi, j'ai vu ce problème-là déjà dans l'opérationnel, en dehors des due diligence dans les entreprises où tout le monde a plein d'ordinateurs, plein d'applis, plein de d'indicateurs extrêmement précis, mais personne ne regarde réellement ce qu'il est en train de faire, ni l'activité de l'entreprise. Donc il y a des ça crée ce qu'on appelle les zones d'ombre, les angles morts, qui sont de plus en plus nombreux à mon sens. En tout cas, moi je les vois, tout de suite dans les organisations et c'est là que, j'interviens avec des due diligence humaines, où, je regarde aussi bien l'opérationnel que l'humain, ce qui se passe réellement sans juger. Les KPI, c'est un gros sujet pour moi. Je suis un peu ayatollah sur le truc, on dit et d'autant plus avec la digitalisation, c'est facile. On a plein de capteurs partout, donc bah, des chiffres, on en a et souvent, on sait pas ce qu'on mesure et dans comment pour, avoir fait des études scientifiques, c'est un gros truc et en fait, quand on fait une mesure, savoir enfin, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? Parce que suivant ce qu'on mesure, tel ou tel chiffre, ça veut pas dire la même chose, quoi. Et là, sur les KPI, il y a ça, dit en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le chiffre? Comment on l'a mesuré? Tout ça et puis, pour moi, c'est un outil de pilotage donc il en faut pas 36 quoi, les KPI parce que Clairement. j'ai trop souvent vu des gens qui passaient 1 heure
à interpréter les chiffres, quoi, là, à dire: «Ah ouais, mais ça monte, ah ça descend, donc finalement» on ne doit pas se poser des questions métaphysiques sur un tableau de bord, quoi. C'est rouge, c'est vert, c'est orange. Ouais, sauf que là-dessus, il y a quelque chose qui est vraiment en marche. En tout cas, moi, je le vois partout et je le vois de façon très claire et de plus en plus. C'est qu'il y a une délégation Mmh mh. il y a une délégation de la pensée à l'outil, de façon globale, hein. C'est-à-dire que, les outils sont Mmh. tellement efficaces que, on leur fait une confiance, complètement dingue et la plupart des métiers, finalement, sont passés dans l'outil et parce que l'outil est efficace, donc on n'a plus besoin de penser. Alors soit par paresse, soit pour X autres Mmh mh. raisons, mais on finit par ne plus réfléchir et ne plus penser l'action, ne plus penser même le résultat que nous donne l'outil. Et en cela, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones problématiques dans les entreprises qui, ne vont pas jusqu'à cette, réflexion de se dire: «Mais peut-être que mon outil ne me donne pas l'information qui est vraiment pertinente sur l'action que je dois Ouais, mener». ouais. Ça là, on va partir dans des débats métaphysiques, mais c'est des questions où justement avec, l'IA, on arrive sur des choses qui sont tellement puissantes que finalement, on fait plus confiance à l'outil qu'à l'humain. Donc il y a des cas où effectivement, il faut faire plus confiance à la machine, mais il y a des cas où, faut faire plus confiance à l'humain, quoi, hein, et faut pas effectivement abandonner, son esprit critique là-dessus. Mais faire plus confiance à l'humain, ça veut dire aussi que là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus difficilement mesurable. N'importe quel psychiatre ou Mmh. psy le confirmera, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est l'être humain est quelqu'un de complexe. Et quand vous en mettez plusieurs avec des outils en plus à qui ils ont délégué leurs pensées, là, ça devient Mmh mh. extrêmement complexe. Hem Pourtant, on est dans une époque où et on le voit tout le temps sur LinkedIn, où tout le monde semble avoir une méthode pour comprendre, choisir, pour décider, pour manager, à la fois cette complexité humaine multipliée ou démultipliée par cette complexité, de l'outil informatique notamment. Mais personne ne regarde, n'observe réellement ce qui se passe, en interne. Et moi, c'est là que j'interviens, c'est-à-dire aller sur le terrain et comprendre ce qui se passe réellement dans ce qu'on observe, sans juger. Et cette chose-là, c'est vraiment, là aussi, un chaînon manquant, comme j'ai pu le faire dans l'audiovisuel, un chaînon manquant dans la plupart des organisations. Simplement être la personne extérieure qui regarde ce qui se passe, comme une pièce de théâtre, hein, sans juger, en étant simplement observateur. Et très rapidement, on découvre des dynamiques qui sont à la fois humaines, mais qui sont aussi en interconnexion avec les outils. Et on voit très rapidement où Mmh se mh. trouvent les problématiques à résoudre, qui sont généralement pas les mêmes que celles que le groupe imagine et encore moins que le dirigeant imagine puisque il est généralement lui-même isolé de ce qui se passe en interne. Dans les reprises que j'ai pas forcément que j'ai traitées moi, mais que j'ai pu voir autour de moi, soit qui réussissent, soit qui échouent, hein. J'ai vu quand même des cas où on reprend une entreprise, pour déposer le bilan derrière, ce qui est quand même dommage, en termes d'argent, en termes d'ambition, vis-à-vis des salariés et cetera. Et souvent les chiffres étaient bons, quoi, la compta était bonne, il y avait pas de problème juridique, pas de dette fiscale et cetera. Et ce qui a fait planter la boîte, c'est justement cet aspect humain, parce qu'il y a des process, qui sont un petit peu pourris, parce qu'à un moment, il y a besoin de pivoter et on sait pas faire pivoter, l'équipe, et à un moment, ça pète. Et à l'inverse, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont su traiter ça bien souvent, quoi. Alors il y a d'autres paramètres, hein, mais Mais quand on parle avec les c'est experts des choses que tu as comptables vues également? Quand on parle avec les experts comptables, ils sont très clairs là-dessus, hein. En tout cas, moi, ceux que j'ai, eu au téléphone dernièrement me confirmaient que 80 des problématiques qui n'étaient pas résolues au moment où l'opération a été réalisée étaient des problématiques humaines, Mmh, qui mmh n'ont mh. même pas été entrevues au préalable. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, entre la lettre d'intention et le closing à tout prix, heu, passer par une due diligence humaine pour savoir dans quoi Mmh, mmh, il mmh mh. s'agit pas de juger réellement. Il s'agit vraiment d'avoir une cartographie précise de voilà ce que je rachète ou voilà ce que je cède. Alors c'est beaucoup plus moi je travaille pour les 2 parties, c'est-à-dire que ce soit le repreneur ou le cédant. Jamais en même temps bien sûr, c'est pas possible, mais c'est très utile pour le repreneur, c'est très utile pour le cédant, aussi. Sachant que le repreneur a beaucoup plus d'intérêt à très bien comprendre l'entreprise qu'il est en train de racheter. Enfin, c'est même pas un intérêt, c'est une obligation. Sinon Il y a plusieurs types de ça va pas fonctionner. Quand on est en Chine, moi je me souviens d'un patron, qui avait des équipes en Chine,
Et non, mais de toute façon, si à un moment, bah, c'est comme ça, bah, c'est comme Ouais, ça. ouais. Il dit: «OK, dans la culture chinoise, ça va passer plus ou en gros, ça va passer, quoi. Les gens, ils vont faire ce qu'ils veulent». Je pense que ça risque de pas être la même, tambouille, quoi, hein. Mais Et si les gens, on leur dit: «Bah, tu fais ça» et qu'ils veulent pas y aller, bah, ça va pas le faire, quoi. un certain nombre de repreneurs sont un peu sans être trop un peu touristes dans leur démarche. C'est-à-dire c'est pas simplement, Mmh. ils sont pas au marché aux puces et ils achètent quelque chose, quoi. C'est plus compliqué que ça. Mmh mh. Ce qu'ils sont censés Mmh, faire mmh mh. pour parvenir à réussir leur opération, c'est pas simplement un achat. Heu, Mmh mh. c'est pas non plus, comme j'ai pu l'entendre, le Tinder de la cession-acquisition, quoi. C'est pas on match Mmh mh. avec une idée, avec une envie et c'est fait. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça, au même titre que c'est plus compliqué que simplement croire que, je suis dirigeant d'entreprise et ça fonctionne tout seul. C'est aussi naïf de le croire parce qu'il y a une forme de naïveté là. Et c'est marrant parce que tu parles de Tinder parce que je disais, en fait, c'est exactement ça parce que Tinder, ouais, effectivement, ça peut être facile, on va swiper, ouais, bon, on va se retrouver pour prendre un café, une bière, un Ben oui, coca, voilà. Mais entre, bon, on voit nos trombines, on va prendre un café, ça c'est à peu près jouable, mais entre dire: «Bon, on prend un café et puis on va passer un morceau de notre vie ensemble», il y a mais il y a quand une autre étape, quoi. justement, quand j'ai entendu parler Et là, c'est pas juste, un peu de l'algo, machin, c'est non mais même un peu plus compliqué. non mais le plus intéressant, c'est quand j'ai entendu cette métaphore, je suis allé vérifier, je me suis dit: «Est-ce que je vais aller chercher les stats de Tinder pour vérifier, si effectivement on peut considérer que d'une manière ou d'une autre, la cession-acquisition peut se rapporter à Tinder, à ce qui se passe sur Tinder?» sauf que, hem non, Tinder n'est absolument pas efficace pour rencontrer l'amour de sa vie, hein. Mais alors pas du tout. J'ai un article, hein, sur mon Non. LinkedIn qui donne les détails de tout ça, qui est amusante d'ailleurs parce que ça m'a amusé de faire le calcul. Par contre, si on prend, la cession-acquisition d'entreprise, la transmission d'entreprise comme un match Tinder, c'est effectivement peut-être pour ça que 80 des opérations échouent. C'est-à-dire que ça ne doit pas se passer comme ça. Ça doit se faire de Ouais, ouais, façon ouais. extrêmement sérieuse et tous les opérateurs en transmission d'entreprise le confirment. C'est quelque chose qui met 18 mois environ. C'est quelque chose qui se fait en passant certaines étapes et en allant vraiment, regarder ce qui se passe. 80 qui échouent, Chiffres qui se c'est Il y a des chiffres qui se contredisent. Il y a certains parlent de 60, en tout cas une majorité. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une majorité des ah oui, opérations de transmission qui échouent et que voilà, il y a un véritable enjeu sur, je crois 500 000 entreprises à transmettre dans les 10 prochaines années qu'en France. Il y a un véritable enjeu à pas se louper, aussi bien pour le repreneur que pour l'économie en général, il me semble, hein. c'est même des enjeux de souveraineté, quoi, si on pousse un peu la logique, quoi, On est est-ce clairement qu'il y a de là-dessus, oui. l'activité, des compétences qui restent, bah, il y a le niveau de l'entreprise, mais il y a un moment, c'est le pays. Très clairement. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, je pensais pas que c'était autant d'échecs que ça, quoi. Donc oui, il y a un j'avais entendu des exemples, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Je pensais que c'était quand même minoritaire, quoi, les échecs. Selon les études qui sont faites, certaines ont pris en compte aussi les sociétés unipersonnelles. Enfin, c'est pas Mmh clair mh. en termes de sources, qui donnent ces chiffres-là. Mais en tout cas, ce qui semble sortir de toutes les études là-dessus, c'est que la majorité, et une large majorité, très nette, échoue au minimum à atteindre l'objectif, voulu, à savoir dans les 3 ans que l'entreprise soit pérenne, que la voilure n'ait pas été baissée parce que, la plupart des clients sont partis. Enfin, toutes les raisons qui font que ça Mmh. échoue ou que ça périclite. D'où l'intérêt de, justement, bien traiter cet aspect Ah moi je crois. humain. En fait, tout le monde, enfin, c'est un peu un mot valise, hein, parce que en fait, c'est un peu qu'est-ce qu'on met derrière le mot humain? On met beaucoup de réalités, assez différentes, quoi. Oui, mais c'est là que moi je trouve qu'on a un petit problème à notre époque où on utilise des mots qui ont quand même tous un sens bien précis. Si on en est à se poser la question de ce que c'est qu'un humain, on a un sacré problème, je crois. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, hein, on a la même chose avec la bienveillance, on a la même chose avec l'intelligence. On utilise des mots là à tort et à travers en comment dire? En les tordant pour que ça rentre dans un langage managérial. Là, il s'agit pas de ça. Mmh. Il s'agit d'aller de voir. De ma part, moi, je suis pas un manager. En tout cas, quand je rentre dans une entreprise, je suis pas manager. J'observe, je regarde. Et, en l'occurrence, je regarde juste des êtres humains. Mmh. Est-ce qu'il y a une définition à donner de ça? Je peux expliquer ce que je fais, comment je le fais. Et les êtres humains, moi
C'est juste des êtres humains comme tous ceux que je croise depuis que je suis né. Il y a rien de plus, il y a rien de différent. Moi, je viens d'un monde, corporate et ce qui est de c'est il y a un peu un globic-boulga, justement managérial, corporate. Alors, comme tu disais, on est tous bienveillants. Alors, personne va se revendiquer malveillant, pourtant il y en a beaucoup même les malveillants disent qu'ils sont bienveillants et pareil sur l'humain d'abord et cetera, je pense à quelqu'un que j'ai malheureusement côtoyé qui dit: «Moi, c'est l'humain d'abord et cetera, le développement des compétences» et en fait, qui avait, ça de dossier pour du harcèlement, quoi. Bah oui, Donc voilà, donc je dis: «Bon, parce que par faut arrêter de extension parler d'humain, faut le vivre, quoi, hein». par extension, dévoyer tous ces termes et tous ces mots, les dévoyer, les Mmh sortir, mh. les tordre de leur sens, finit par quasiment être le masque de l'inverse de ce qu'ils prétendent. Donc, bien sûr que oui, que c'est moi, c'est pour ça que je réagis un peu comme ça. C'est-à-dire, bah, un humain, c'est un humain. Est-ce qu'on doit vraiment le redéfinir? Alors, peut-être que Mmh. oui. Moi, personnellement, j'aime bien rappeler que non, un humain, c'est un humain avec toute Du cette coup, quand on termine un petit peu là-dessus, est-ce que tu as développé un peu une méthodologie chez un cadre de pensée, un framework? On va utiliser des mots américains, ça fait bien c'est plus sérieux et en fait, quand tu débarques dans une entreprise, dis: «OK, c'est bon, on a signé le contrat, maintenant, Heu, co justement, comment je travaille cette matière, quoi? Parce qu'il y a à la fois quelque chose un peu, impalpable et en même temps, j'imagine que tu as une méthode, quoi. Tu y vas pas au hasard. Moi, je suis pas coach, hein, c'est-à-dire que, même si je peux accompagner, un dirigeant d'entreprise pour de l'organisationnel, de l'opérationnel ou de l'humain en interne de son entreprise ou un repreneur ou un cédant dans le cadre d'une opération de cession, cession-acquisition, je suis pas coach, réellement, donc je n'interviens pas pour dire aux gens ce qu'ils devraient faire. Heu, je D'accord. je suis je suis davantage, en recherche, je suis davantage un enquêteur, un diagnosticien. Mmh mh. Même si je peux effectivement accompagner, ça m'arrive. Ma méthode, c'est mon fonctionnement. Ma méthode, c'est ma compétence et je l'ai découverte un petit peu par hasard. Très longtemps, j'ai cru dans mon métier audiovisuel que, ça fonctionnait bien et que je le faisais, facilement avec une certaine forme de réussite pour mes clients parce que j'avais une recette infaillible qui m'avait été, inculquée, à l'école et en réalité, je me Mmh. suis rendu compte, en passant de l'audiovisuel à d'autres secteurs et en me rendant compte que ça fonctionnait très bien cette méthode à d'autres secteurs, je me suis dit: «Donc cette méthode, elle fonctionne à tous, c'est quand même bizarre» et c'est en parlant avec un psychologue qu'on est arrivé pas à l'idée, mais à la conclusion que j'ai un fonctionnement qui est celui-là, qui est que je vois de façon assez claire les choses, parce que j'ai un fonctionnement qu'on dit, de pensée systémique ou en arborescence, peu importe les mots qu'on met dessus. Il faut se méfier là encore des mots qui sont mis dessus et comment ils sont réutilisés, par les uns et les autres actuellement. Hem, mais ce fonctionnement-là qui est un fonctionnement cognitif, métacognitif, permet de voir les choses de façon très claire et très étendue en permanence. Donc ça m'a beaucoup servi dans Mmh. l'audiovisuel, hein, pour le son et l'image forcément, mais aussi pour la compréhension de qui sont mes clients et pouvoir le retranscrire en images et en son. Mais ça me sert aussi, aussi bien dans du ferroviaire que dans du, funéraire, que dans tout type de secteur. Donc quand j'arrive sur le terrain d'une entreprise, quel que soit son secteur, j'ai je vois extrêmement rapidement ce que beaucoup de gens ne voient pas déjà d'eux-mêmes. Ensuite, je vois parce que je suis extérieur à l'entreprise, ce que les gens qui sont à l'intérieur ne peuvent plus voir parce qu'ils sont dedans. Ouais. Ce fonctionnement est une méthode sans en être une. C'est-à-dire que je peux l'expliquer de façon, empirique par une approche épistémologique, mais ça n'est pas une méthode. Finalement, je n'applique pas, comme le font la plupart des gens, les méthodes linéaires, séquentielles. Je ne vais pas dans une entreprise pour dire: «Voilà, on va vous mettre du lean». Il s'agit pas de ça. Mmh D'ailleurs, mh, chaque mmh mh. entreprise a sa méthode et il s'agit pas de ma part de, juger la méthode qu'ils emploient justement. Elle est de regarder si effectivement ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Où sont les dynamiques? C'est-à-dire que cette capacité de fonctionnement en pensée systémique permet de voir de façon simultanée en permanence, de façon laminaire, aussi, de voir les dynamiques entre les gens, les outils, les méthodes, voir en termes de flux, de façon permanente. Voilà en gros la méthode qui n'est pas une méthode, mais une compétence. D'accord. Ouais, tu as pas le grand 1, le grand 2, le grand 3, Non,
Par contre, OK. je rends un livrable qui, lui, va pouvoir donner une cartographie précise de voilà ce que je vois et voilà où se Mmh. trouve le problème ou voilà, quelle dynamique, qu'elle soit humaine, technique, opérationnelle ou que sais-je, voilà quelle dynamique fait que vous n'arrivez pas à régler tel type de problème. Ou vous croyez que vous avez un problème des méthodes, mais en réalité, c'est pas un problème des méthodes, c'est un problème je dis n'importe quoi, le directeur financier qui s'entend pas avec le directeur général. Qu'en réalité, c'est ça et que le directeur financier, lui, ne va pas vous donner les chiffres qui pourraient vous permettre de prendre la bonne décision. Moi, je permets d'apporter une clarté là où les gens ne voient pas. Je sais qu'ils ne le voient pas parce que, pendant des années, heu, j'ai, heu, j'ai pu être parfois mal vu parce que je voyais ce que les autres ne voyaient pas et qu'en interne des entreprises, je disais: «Bah, c'est ça qu'il faut régler. Notre problème n'est pas, ceci, mais c'est cela» et généralement, c'est difficile d'être entendu au sein d'une entreprise. C'est pour ça aussi que je me suis mis à mon compte pour le faire. Je pensais à 2 trucs contradictoires, ça veut dire qu'il faut s'adresser au patron parce que lui, il a la capacité Oui. de dire: «Bah, voilà, je vais trancher». Sauf quand le problème, c'est le patron, quoi. Mais de toute façon, c'est la première des choses que je dis aux dirigeants. J'ai aucun problème avec ça. Potentiellement, c'est lui qui peut en avoir un tôt ou tard, mais moi personnellement, voilà ce que je vois. Donc effectivement, dans la plupart des cas, Heu, effectivement, mon interlocuteur, c'est le dirigeant et c'est généralement bah, lui oui, qui n'a pas la visibilité. La plupart des dirigeants ne vont pas très bien actuellement en France et pour la plupart, c'est principalement parce qu'ils sont isolés. Ils sont isolés au sein de leur d'accord. entreprise parce qu'un Mmh certain mh. nombre de choses ne leur remontent pas pour X raisons et tout ça, c'est très bien décrit par plein de gens. Par contre, c'est eux qui prennent les décisions et je connais pas de dirigeants qui cherchent à planter une boîte. Donc dans la plupart des cas, 2 types de dirigeants. Il y a ceux qui se rendent compte qu'ils sont face à quelque chose, des zones aveugles qui veulent, pouvoir éclaircir pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou alors des décisions, régulières qu'ils prennent et qui n'atteignent pas leurs objectifs ou qui ne donnent pas le résultat attendu. Il y a les dirigeants qui se disent: «Bon, soit je continue à forcer l'équipe à me donner des informations qu'ils ne donneront pas ou qu'ils n'ont peut-être pas Ouais, ou qu'ils ne ouais, peuvent pas ouais, donner». Enfin, il y a vraiment une multitude de problématiques très différentes et de dynamiques très différentes qui font que le dirigeant est isolé ou n'a pas les bonnes informations. C'est bien pour ça qu'une méthodologie ne fonctionnerait pas. Par contre, l'observation en elle-même, elle permet de débusquer les choses. Heu il y a le dirigeant qui a un ego faible, qui lui, risque d'être embêté. Déjà avec lui-même de se dire: «Je ne vois pas tout dans mon entreprise et les problèmes que je cherche à résoudre, je n'arrive pas à les résoudre». Ce dirigeant qui aura un ego faible ne serait pas capable de se remettre en question. Donc effectivement, c'est pas forcément mon interlocuteur et celui-ci pourrait être un peu bousculé si j'arrivais à si j'en arrivais à lui dire: «Bah, peut-être que vous devriez, voilà, ça pourrait être problématique. Par contre, les dirigeants qui ont un ego suffisamment fort et suffisamment construit pour se dire, qu'il manque des pièces au puzzle pour vraiment voir l'entièreté du tableau, ceux-là Mmh. sont généralement déjà ceux qui font bien fonctionner leur entreprise et ceux qui s'entourent de gens qui vont leur permettre la clarté qui leur manque. Je vais te poser une question qu'on n'a pas préparée, mais en fait, c'est un peu mais je pense J'ai droit à un appel à un ami comme, non? je vais y réfléchir. Et non, c'est pas une question compliquée, mais c'est un peu je sais même pas comment on dit en français, le wrap-up là, enfin reprendre un peu ce qu'on s'est dit et peut-être sous l'angle, ça serait quoi un peu les grosses erreurs, à éviter? Parce que si on fait ça, on va se planter, quoi. Est-ce que tu aurais quelques conseils? Et surtout faites pas ça. Après, on va pouvoir regarder, plus dans le détail, ce qu'il faut faire, mais en tout cas, les gros là, vous êtes sûr de vous planter si vous faites ça, quoi. Les gros tips, pour des interlocuteurs qui seraient des dirigeants? Ouais, 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 en disant: «Bah, je suis dans une reprise d'entreprise», par exemple. Si je fais ça, je suis sûr de me planter. Donc au moins éviter les grosses erreurs, quoi. Si vous ne pensez pas contre vous-même, vous allez vous tromper. Si vous ne doutez pas, si vous ne vous remettez pas en question par rapport à votre émotion, votre pensée et peut-être même les KPI, vous risquez de vous tromper. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, il est possible que ça contredise complètement votre impression, complètement tous les chiffres que vous avez et complètement vos émotions ou vos envies par rapport à ce que vous croyez de l'entreprise, de ce que vous avez vu vous. D'accord. Je crois que c'est la première chose, hein, et c'est la même chose pour du management d'entreprise en général. Mmh. Ensuite, les êtres humains, je crois que si vous ne savez pas avec qui vous allez travailler et qui va travailler pour vous, vous êtes sûr de vous planter aussi. Je parle pas de D'accord. compétences, je parle pas de, comment dire?
de définition de poste. C'est précisément là que le la due diligence RH, elle, elle va de toute façon confirmer que vous avez le bon contremaître, vous avez le soudeur qu'il faut, vous avez les bonnes personnes au bon poste. Qui sont ces gens réellement? Et jusqu'où ils tiennent leur poste et à quel point vous allez avoir besoin d'eux? Comment ça va fonctionner avec chacun, les uns et les autres? Ouais, ouais, des personnes clés ou ça me fait c'est ce que tu dis, ça me fait penser, c'était une entreprise, où le patron, bah, il a planté sa boîte qui la boîte qu'il a rachetée, enfin, c'est pas lui qui l'a plantée, mais il rachète. Il y a 2 commerciaux qui démissionnent peu après le rachat. Je sais pas pour peut-être juste ils aiment pas la tête du nouveau patron, hein, et il y a son chiffre d'affaires qui descend de 80 et il a pas le temps de remonter et dépôt de bilan, quoi. Et ça c'est des choses bêtement comme ça où ça, il faut l'analyser un petit peu en amont et dire: «Ah, ces 2 gars-là, ils me ramènent l'essentiel du chiffre d'affaires. Faut que je discute avec eux, je sécurise le bazar». Alors, c'est en train d'être, beaucoup de gens en parlent, des personnes clés qu'il faut trouver, ainsi de suite. Bien sûr, Mmh. les personnes clés, une fois qu'on les a trouvées et ça, c'est assez rapide puisque normalement, la due diligence RH, elle le dit. Voilà les personnes clés. Voilà les personnes, il faut surtout pas s'en mais par contre, elle le dit en général, hein, on va dire parfois. Des fois, la personne clé, c'est l'assistante, hein, Oui, parfois, mais peu importe, et moi, ça, c'est des trucs invisibles, quoi. C'est elle qui tient un peu la baraque, qui met de l'huile un petit peu entre chacun. Elle va parler à l'un, à l'autre et du coup, ça c'est tout fluide. On l'enlève, il y a plus rien qui marche, hein. beh, c'est précisément là que l'enquête, que je Mmh. fais, l'enquête organisationnelle, elle sert à ça aussi, bien sûr. Ouais, ouais. La vraie question, une fois que vous avez les personnes clés, c'est pas simplement de savoir, qui elles sont, c'est-à-dire leur nom, leur prénom et leur fonction, c'est de savoir qui elles sont réellement, comment elles fonctionnent, quel type de personne c'est, pourquoi elle fait ça. Il y a un certain nombre de choses à qu'il il faut pas attendre d'avoir les clés de l'entreprise pour faire le pari que ça va rester, pérenne, simplement parce que du jour au lendemain, c'est vous qui reprenez l'entreprise, quoi. C'est de savoir qui sont ces personnes et qu'est-ce qui pourrait faire qu'elles ne resteraient pas, surtout. Moi, je l'ai vu aussi, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les reprises, une partie de l'équipe qui part. Mais, jusqu'à quel point l'équipe tient l'entreprise? Heu, cette chose-là, c'est quelque chose qui s'analyse de façon Mmh. beaucoup plus fine, beaucoup, beaucoup plus fine et que forcément, quand le nouveau dirigeant arrive dans l'entreprise à reprendre, il ne saura pas tout et forcément les gens ne vont pas tout lui dire non plus tout de suite. C'est bien pour ça qu'il faut passer par une personne extérieure. Ouais, ouais, ça marche bien. Je vois régulièrement où, les gens savent que enfin, le fait que je sois extérieur, aucun enjeu et ça m'est arrivé dans une entreprise et les gens disent: «Ah, on peut vous parler vraiment?» Et OK, il se lève, il ferme la porte et OK, maintenant on va dire les vrais trucs et Ah oui, c'est là que c'est intéressant parce que du coup, il y a les vrais sujets qui remontent et dit: «OK, bah, là on sait qu'il y a ça à travailler». sinon c'est d'y aller en aveugle et il y a beaucoup de chances que ça échoue. Merci beaucoup, on a passé la demi-heure, on met 2 bavards ensemble. C'était c'était super intéressant et si on veut poursuivre, et en savoir un petit peu plus sur le monde merveilleux d'internet, on te retrouve où? Il y a mon site internet Olivier Hussert, il y a LinkedIn, on me trouver sur LinkedIn, je suis beaucoup sur LinkedIn aussi en ce moment. Voilà. Sinon, je suis à Angers, mais je me promène un peu sur toute la France, donc c'est facile de me contacter, très facile. D'accord. Et ben, merci beaucoup Olivier Merci à et toi. nous off, je pense qu'on va continuer à échanger. Ça À marche. très bientôt. À Au bientôt. revoir.